suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sandrine. Bonjour Raphaël. Merci Sandrine Zerbib d'avoir accepté mon invitation sur Sésame Asie. Donc vous êtes la fondatrice et la chairwoman de Fulljet. Vous nous recevez depuis Shanghai. Vous êtes en Chine depuis pas moins de 27 ans, donc une longue et riche carrière à retracer. Vous avez notamment développé pour Robert Louis Dreyfus l'activité d'Adidas en Chine dans les années 90. On parle donc de monter 4000 boutiques dans 500 villes, 1 milliard de chiffre d'affaires, des chiffres qui font rêver à l'image du pays. Vous avez ensuite créé donc Fulljet pour aider les marques étrangères à s'implanter en Chine et notamment en ligne. Vous avez une grosse actualité récente avec le rapprochement entre Fulljet et une autre entreprise chinoise bien connue dans le domaine du e-commerce, Baozun, qui vous a racheté tout récemment. Donc on va retracer votre parcours. On va aussi parler de quelques sujets qui vous sont chers, notamment le consommateur chinois et le luxe en Chine, des sujets toujours d'actualité. Mais pour commencer, je vais vous demander de vous introduire, de vous présenter brièvement, Sandrine, s'il vous plaît. Eh bien, je vais me présenter, mais vous avez fait un très bon résumé. Donc, je vais essayer d'étoffer un peu, mais vous avez tout dit, en fait. Effectivement. On a une heure devant nous, donc allez-y, on va essayer d'étoffer un peu quand même. Ok. Donc, effectivement, je suis arrivée en Chine tout début 94, sans avoir prévu du tout d'y rester. Et puis, finalement, vous voyez que j'y suis restée assez longtemps. Ouais. Au départ, en fait, je connaissais Robert Louis Dreyfus pour l'avoir rencontré lorsque je travaillais dans une banque qui était impliquée dans le rachat d'Adidas, qui a duré 3 ans puisque ça a commencé avec Bernard Tapie, ça a terminé avec Robert Louis Dreyfus, puis il y a même eu en fait des suites que tout le monde connaît. Mais là, j'étais plus dans le coup. Et donc, j'ai quitté la banque très peu de temps après la transaction avec Robert Louis Dreyfus pour monter un petit cabinet d'ingénierie financière. Et Robert m'a proposé à moi et à l'ancien directeur général de cette banque qui était mon partenaire dans ce cabinet. Vous voyez que donc déjà j'avais le démon de l'entrepreneuriat. Nous a donc proposé de faire une mission en Chine pour voir quel était le potentiel pour Adidas, qui n'avait pas de business, si ce n'est qu'il y avait des parallèles évidemment et beaucoup de faux. Et puis donc tout début 94, cette mission a démarré et je vous cache pas qu'en fait dans un sens j'étais complètement perdue puisque je ne connaissais pas du tout la Chine et que c'était un univers totalement nouveau pour moi. Je connaissais évidemment pas la langue chinoise non plus. Donc, j'étais un petit peu perdue sur une autre planète, d'autant plus qu'en 1994, c'était très différent de ce que c'est aujourd'hui. Tout à fait, oui. Mais donc, c'était pas forcément agréable en ce sens que d'être perdu, ça n'est pas agréable. De pas savoir par quel bout prendre les choses, ça n'est pas agréable non plus. Mais malgré ça, j'avais le sentiment aigu que il y avait une énergie que j'avais jamais vue ailleurs et qu'il allait se passer quelque chose en Chine d'historique. J'ai eu ce sentiment très très fort, tellement fort en fait que je suis retournée voir Robert et son partenaire Christian Tour dans la petite ville où était le siège d'Adidas qui s'appelle Herzogenaurach en Allemagne. Et je leur ai demandé tout de go si ils voulaient que je monte leur filiale. C'était en fait, je me rends compte rétrospectivement, c'était assez audacieux de ma part parce que non seulement je ne connaissais pas la Chine, mais je ne connaissais pas non plus l'industrie du sport. D'accord. Donc j'avais peu d'atouts de mon côté. Si j'avais dû être recrutée par un headhunter pour ce job, il est évident qu'il n'aurait même pas lu mon résumé, on va dire. Mais Robert et Christian étaient des entrepreneurs et en tant qu'entrepreneurs, ils faisaient des paris sur les gens. On se connaissait dans un cadre totalement différent, donc de celui de la banque et de l'acquisition d'Adidas. Ils avaient apprécié mon travail et on avait eu une bonne relation dans ce cadre-là. Ils ont fait le pari de me dire oui. En partie parce que c'était peut-être pas un enjeu à l'époque perçu comme important, mais en tout cas, ils m'ont dit oui.
Et je me suis lancée, en fait. Et je me suis lancée dans le développement d'Adidas dans des circonstances très particulières, en ce sens que Robert et Christian étaient effectivement de vrais entrepreneurs. Et ce n'était pas du tout un lancement du type corporate. Ils m'ont laissé beaucoup de liberté, assez peu de budget, et me débrouiller toute seule. Donc, je dirais qu'à beaucoup de points de vue, c'est presque l'inverse de ce qu'ont fait les grandes boîtes, en général, quand elles sont venues en Chine. Ils ne m'ont pas demandé de voir 18 consultants, enfin, rien de ce genre. Donc, ça a été à la fois extrêmement difficile au début, donc il ne faut pas croire que ça a été un succès dès le premier jour. On était dans un cadre légal qui est très différent de celui d'aujourd'hui, puisque c'était avant l'entrée de la Chine à l'OMC. Donc, avant l'entrée de la Chine à l'OMC, les entreprises étrangères n'avaient pas la possibilité d'établir une filiale qui ne ferait que de la distribution. Et en fait, on ne pouvait distribuer en Chine que ce qu'on fabriquait en Chine, ce qui était absolument impossible pour une entreprise comme Adidas, qui a des milliers de modèles, qu'elle fait faire dans toutes sortes d'usines, et tout était à outsourcer déjà à l'époque. Il n'y avait plus d'usines en propre, alors que historiquement, contrairement à d'autres, Adidas en avait eu, mais là, il n'y en avait plus du tout. Donc, il y avait ça, il y avait une structure commerciale qui n'était pas du tout développée, d'une part, et puis ensuite, qui même lorsqu'elle s'est développée, a pris une voie très différente de ce qu'on a dans les autres pays, où encore aujourd'hui, même si entre-temps, en fait, pas mal d'autres pays se sont rapprochés, je dirais, du modèle chinois avec le direct-to-consumer, y compris en Occident, donc plus de boutiques en propre. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Et à l'époque, en fait, on peut dire que la quasi-totalité de la distribution des marques de sport en Occident se faisait auprès de grands retailers sportifs multimarques. Donc, ce qui n'existait pas du tout en Chine. Donc, il fallait réinventer la distribution. À l'époque, il n'y avait pas encore l'e-commerce. Et puis, on avait aussi un consommateur qui était très différent. D'abord, à l'époque, c'était un consommateur qui avait des moyens limités et pour qui une belle paire de chaussures Adidas, ça représentait au bas mot un mois de salaire. Ce qui n'est pas bien sûr et ce qui n'était pas non plus à l'époque le cas en Occident. Ni même dans les marchés qui avaient déjà commencé à être attaqués en Asie, du type Japon ou Corée. Donc, en fait, beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, des moments au début très difficiles. Et puis, petit à petit, j'ai commencé un petit peu à comprendre comment ça fonctionnait et ça a commencé à cliquer. Et du jour où ça a cliqué, ça a été une très belle aventure de croissance, de très bonne profitabilité. Et puis, quand je parle de croissance, c'est une croissance très importante. On a eu plusieurs années consécutives des croissances à 3 chiffres. On s'est retrouvé effectivement quand j'ai quitté Adidas à la veille des Jeux Olympiques quasiment. On était à $1 milliard d'US dollars de chiffre d'affaires, 4000 boutiques, etc., etc. Donc, ça a été une très, très belle aventure. Pour moi, ça a été un moment extraordinaire de ma carrière. Et donc, ça, c'était ma première étape en Chine qui a été quand même un temps conséquent. Voilà. Oui, une réalisation conséquente. Et, il y a tellement d'informations, là, j'ai envie de vous poser 10 questions, mais je vous écoute attentivement. Je vous en prie, allez-y. Mais juste quand vous dites que ça a cliqué, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que les choses se sont développées subitement après ces difficultés? Et quand vous dites que les débuts ont été difficiles, est-ce qu'il y a même des moments où vous avez même failli jeter l'éponge, quand je dis vous, l'entreprise? Alors, à l'entreprise, je crois pas, parce que je faisais pas forcément, je faisais part de mes difficultés, mais pas forcément de mes moments d'angoisse, on va dire. Mais je dirais qu'en règle générale, la Chine, aussi bien pour les entrepreneurs chinois qu'étrangers, ça demande beaucoup de résistance et de ténacité. De ténacité à la fois pour y rester et trouver sa voie, mais aussi pour vraiment se tenir. Alors, je ne dis pas qu'il faut se tenir de façon aveugle et inflexible à une stratégie, mais quand on croit à quelque chose, il faut lui donner le temps de se réaliser. Il ne faut pas paniquer, c'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir énormément de flexibilité à court terme, mais en même temps une vraie vision à long terme. Et je pense que
que finalement, enfin, je ne voudrais pas me jeter des fleurs, mais je crois que j'ai eu cette combinaison-là et je l'ai eu d'autant plus que je n'avais pas de modèle. Et en un sens, le fait que j'ai été jetée dans l'arène sans connaître ni la Chine, ni l'industrie du sport, alors qu'à l'époque, tout le monde me disait « mais ils sont complètement fous de t'avoir jeté ici ». Ils ne m'ont pas jeté ici, c'est moi qui leur avais demandé d'ailleurs. Mais en réalité, je pense que ça a été un atout considérable. Ça a été un atout considérable parce que c'est précisément ce dont on a besoin en Chine, c'est d'avoir les yeux bien ouverts et de venir sans idées préconçues, sans modèles qui ont réussi ailleurs mais qui ne réussiraient pas forcément en Chine. Et pour le coup, je n'avais pas le choix, je ne pouvais que faire ça puisque je ne connaissais pas les autres modèles. Donc, en fait, j'ai vraiment fait une plongée dans le monde dans lequel j'étais. J'ai ouvert les yeux énormément pour comprendre qui était mon consommateur, qu'est-ce que j'avais comme possibilité pour distribuer, comment je pouvais trouver des solutions pour contourner cet obstacle légal que je vous ai indiqué plus tôt. Après, il a fallu… Oui, enfin, alors in fine, enfin, Adidas est une entreprise qui a eu, contrairement à d'autres, mais qui a eu des usines en propre pendant des années. Et donc, c'est une entreprise qui a été assez traumatisée par la fermeture d'usines, en particulier en Europe. Et donc, quand je leur ai suggéré, en fait, d'ouvrir une petite unité de production pour, au minimum, donner face, on va dire, à l'idée qu'on distribue ce qu'on produit, ils étaient extrêmement résistants. Ils étaient également très résistants, ils ont eu raison d'ailleurs à toute forme de joint venture, mais j'ai fini par les convaincre que finalement cette unité de production, c'était pas grand-chose, surtout que c'était pas une très grosse unité de production et que ça nous permettait de vraiment démarrer. Non seulement ça nous permettait de vraiment démarrer, mais ça nous permettait surtout, et je pense que quand vous m'avez demandé qu'est-ce qui a cliqué, pour moi, ça a été voilà, c'est une coïncidence en partie, mais ça a été pour moi une vraie différence d'avoir une structure légale correcte. Parce que j'ai dû, en fait, pendant quelques années, fonctionner dans des structures légales complexes et pas complètement solides. Le jour où, effectivement, ils ont accepté de monter cette petite unité de production et ils m'ont laissé donc établir une filiale 100% au nom de cette unité de production, ça a tout changé parce que j'ai été dans des conditions beaucoup plus stables, aussi beaucoup plus stables pour recruter de meilleurs éléments, etc., etc. Donc ça a été un élément de clic important. Et puis il se trouve qu'en fait tout ça s'est fait au bout d'un petit moment où j'avais pu affiner en fait ma compréhension partielle, c'est toujours partielle, du consommateur de l'époque. Et j'avais gagné certaines batailles, puisqu'en fait tout est toujours une bataille. En particulier, faire comprendre que, oui, c'est vrai, les consommateurs chinois, je vous parle de l'époque, je pense que ça a beaucoup changé, que les entreprises réagissent plus comme ça aujourd'hui. Les consommateurs chinois n'ont pas les mêmes moyens que les consommateurs occidentaux, mais pour autant, ils veulent vos meilleurs produits. Et au fond, ils préfèrent mettre un mois de salaire dans vos meilleures chaussures qu'un quart de mois de salaire dans une chaussure dont ils vont trouver ce qu'ils estiment être un équivalent sur le marché beaucoup moins cher. Donc ça a été une de mes batailles. On voyait ça avec les téléphones aussi, les smartphones il y a quelques années, c'était surprenant en Chine de voir le coût d'un smartphone en mois de salaire. On se disait comment les gens peuvent se payer ça, quoi. Donc prêt à faire des sacrifices pour tout à fait, pour avoir le meilleur. Mais vu de l'Occident, c'était, mais enfin, je vais caricaturer, mais puisqu'ils sont pauvres, donnons-leur les produits pour les pauvres. Ce qu'on fait des entreprises, excusez-moi, j'ai travaillé notamment pour Peugeot en Chine et j'avoue qu'on avait une gamme un peu dégradée, un peu entre guillemets tiers-monde et les Chinois nous disaient on est une nouvelle superpuissance, quoi. Vous moquez de qui, quoi. Donc, voilà, exactement. Et puis en plus, en ce qui concerne la chaussure, enfin je parle de la chaussure, mais on vendait aussi du textile bien sûr, mais pour la chaussure c'était très frappant. Ils achetaient vraiment le haut de gamme et on avait un prix moyen du fait de ça, enfin on avait un prix moyen qui résultait de notre mix produit qui était plus élevé que n'importe où ailleurs, alors qu'on avait un consommateur qui était moins fortuné que dans la plupart des autres marchés. Et encore une fois, pour eux, c'était acheter un produit moins cher, le jeu n'en valait pas la chandelle. Il fallait acheter le meilleur ou alors rien du tout. Mais après, il faut se donner le moyen de ses ambitions, j'imagine. Adidas ne devait pas être une marque connue. Et vendre cher, c'est une chose, mais il y avait sûrement un effort marketing derrière pour justifier ce niveau de prix. Bien sûr, bien sûr. Alors d'abord, je vais vous surprendre, elle n'était pas si inconnue que ça.
Mhm. Dans une Chine finalement assez fermée auparavant, les choses qui passaient, c'était le sport. Donc, en fait, sur la scène internationale du sport, Adidas avait quand même, malgré les difficultés qu'elle avait connues à peu près à la même époque, enfin un petit peu auparavant, une visibilité. C'était une marque qui était désirée. Alors, je ne dis pas que tout le monde connaissait Adidas, mais ce n'était pas une marque qui arrivait en terrain complètement neutre. Il y avait déjà un petit facteur d'amour pour la marque. Donc ça, je reconnais que ça m'a aidé. La deuxième chose, d'ailleurs, ça a été une deuxième bataille que je crois avoir remportée, c'est qu'au début, je ne voulais pas faire du lifestyle pur. Je voulais absolument, c'est-à-dire qu'il y avait dans le reste du monde, en Europe en particulier, l'explosion des originals, vous savez, les chaussures avec la marque avec le trèfle, Mhm. et qui était donc une série très lifestyle avec peu de fonctionnalités. Et j'ai pensé qu'il fallait d'abord ancrer la marque dans le sport, même si les gens ne l'achetaient pas forcément pour faire du sport, puisqu'en fait, peu de gens faisaient du sport en dehors des professionnels à l'époque. Mais malgré tout, il fallait ancrer la marque dans le sport et ne pas apparaître comme une marque purement lifestyle. Donc, je n'ai pas vendu, je me suis privée, on va dire, de vendre des originals pendant l'essentiel de mon temps chez Adidas. Je n'ai ouvert ça que dans les toutes dernières années. Puis après, ça s'est beaucoup développé. Donc ça, c'était un autre cheval de bataille. D'autre part, alors Adidas, c'était le foot. Le foot, c'était un sport en Chine avec beaucoup d'audience, mais peu de participants. Et en particulier, peu de participants dans les classes moyennes, on va dire, moyennes aisées, alors que le basket, qui se jouait beaucoup dans les bonnes écoles et dans les bonnes et les mauvaises d'ailleurs, mais enfin, dans les écoles secondaires et les universités, c'était beaucoup plus un sport de classe moyenne, donc un sport où les gens allaient dépenser de l'argent. Donc pour moi, la difficulté, c'était effectivement d'être crédible dans le basketball, pas moi en tant qu'individu, mais de faire en sorte qu'Adidas soit crédible dans le basketball, alors que c'est vrai que historiquement, c'est une marque qui a été très associée au football. Donc voilà un certain nombre d'éléments, et c'est pas parce que j'étais un génie, c'est vraiment parce que je n'avais aucune idée préconçue. Donc par exemple, je n'avais pas la religion d'Adidas Football parce que je venais pas de ce monde-là. Je n'avais pas d'obsession d'utiliser des distributeurs parce que je venais pas de ce monde-là. Et moi, dans ma petite tête, en regardant ce qui se passait autour de moi, mon obsession, c'était au contraire d'exposer la marque avec des magasins à la marque Adidas. Et c'est comme ça que ça s'est effectivement développé. Au début, avec des partenaires, beaucoup, encore aujourd'hui, et beaucoup avec des partenaires d'ailleurs. Et puis petit à petit, avec nos propres magasins, une fois que la Chine est entrée à l'OMC. Donc, je ne sais plus à quelle question je vous répondais en fait. Ah non, bah vous Ah, avez le répondu aux clic. questions. Et la suivante, c'est aussi un peu le réseau. Enfin, justement, vous commenciez à aborder, développer un tel réseau sur toute la Chine. Vous dites partiellement propre, partiellement à travers des partenaires. Mais enfin, c'est à l'échelle du pays, hein, mais on est sur des chiffres qui sont tellement impressionnants que comment ça se passe de développer un tel réseau? Alors, c'est effectivement, c'était la grande question. Alors après, c'est devenu une belle machine, mais au début, enfin pas au début, mais au début de l'expansion. D'abord, on voyait vraiment très bien qu'au fur et à mesure il y avait vraiment un niveau de pouvoir d'achat au-delà duquel on savait qu'on pouvait ouvrir un ou deux ou trois magasins. Donc, on regardait ville par ville et il y avait une corrélation quasi parfaite. Donc, évidemment, c'était très important d'occuper ce terrain-là. Et Adidas, bon, l'a occupé de mon temps, mais après, encore plus, puisqu'aujourd'hui, ils sont à plus de 10 000 magasins. Mhm. Mais je crois, sans vouloir me vanter, que en fait, le truc, c'était de mettre en place la machine. La machine, parce qu'en fait, c'est pas une entreprise, et puis d'ailleurs, il y a très peu d'entreprises dans le monde qui ouvrent des magasins à l'appel. Donc, l'idée, c'était de dire comment je peux avoir un process qui est suffisamment efficace pour être capable d'ouvrir un ou deux magasins par jour. Puisque même quand on avait des partenaires, on était en contrôle sur l'emplacement, on était en contrôle sur le design du magasin, sur les sources d'approvisionnement du mobilier de magasin et sur le visual merchandising, c'est-à-dire la façon de disposer les produits dans le magasin. Et évidemment ensuite sur tout ce qui était marketing en magasin.
Donc, en fait, même si on avait des partenaires, il fallait qu'on ait une machine qui fonctionne bien pour pouvoir faire ça à une telle rapidité. Et j'ai passé, en fait, consciemment un certain temps à mettre en place cette machine parce que j'ai eu le sentiment à un moment donné que ça allait être la clé. Voilà. D'accord. Donc vraiment mettre en place une machine qui puisse scaler, quoi. Un système pour Voilà, gérer le tout à magasin. fait. Et c'est souvent ça d'ailleurs en Chine. Alors d'abord, il faut je dirais, amorcer la pompe de la croissance. Ça, c'est la première difficulté. Et puis, une fois que la pompe de la croissance est amorcée, il faut pouvoir, comme vous dites, scaler assez vite pour maximiser l'opportunité au moment où elle est là. Et très souvent, enfin, en tout cas pour ce qui est des entreprises étrangères, parce que les entreprises chinoises sont très futées là-dessus, mais pour ce qui est des entreprises étrangères, il n'y a pas tellement de filiales où ça s'est passé comme ça, donc il n'y a pas tellement de modèles. Et il faut vraiment adapter son modèle à un marché où, une fois que la pompe est amorcée, il faut en profiter tout de suite. C'est un peu le pays de la franchise de la Chine. On est toujours surpris que ce soit les magasins, les restaurants, de voir le nombre de franchises qui occupent tout le… Dans le sport, ça allait rester. Dans la mode, il n'y a presque plus de franchisés, en fait. Ça devient de plus en plus difficile de trouver des franchisés. Ok, d'accord. Donc, vous avez fait ça pendant pas mal d'années. Pas loin de 15 ans, oui. Pas loin de 15 ans, d'accord. Ouais. Oui. Et donc, après ces 15 années en Chine, vous avez toujours envie de rester dans le pays pour vous? Ça a été… Alors, j'ai eu un moment d'hésitation, en fait, au bout de ces quelques 15 années. Je me suis dit, bon, bah, soit je reste Madame Adidas Madame Adidas Chine encore pour des années, mais j'avais le sentiment quand même que j'avais des choses à découvrir, des aventures à tenter, et je trouvais que c'était un petit peu tôt pour m'installer dans ma zone de confort de cette façon. Donc, alternativement, je pouvais aller dans d'autres pays ou au siège poursuivre une carrière dans le groupe, ou bien passer à tout à fait autre chose. En fait, j'ai souhaité… il y a eu deux motivations clés. La première, c'est de me dire, attends, j'ai fait tous ces efforts pour je dirais pas comprendre la Chine, parce que qui comprend la Chine, mais en fait, pour au moins me familiariser un petit peu avec ce marché. J'ai pas envie de partir maintenant où le marché explose, en fait. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que fondamentalement, je crois que je n'ai pas une personnalité qui permet de faire une carrière corporate, en fait. Je préfère partir sur des aventures complètement différentes en restant en Chine et en optimisant ce que j'avais appris en Chine. Donc, j'ai fait de l'investissement, en fait, de nouveau avec Robert Louis Dreyfus. Ensuite, j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans. Ensuite, une fois qu'il est décédé, je suis passée un petit peu à autre chose. Et j'ai rejoint une entreprise locale qui s'appelle Dongxiang et qui avait racheté les droits de la marque Kappa et de la marque Phoenix, d'ailleurs, pour la Chine et le Japon. Et ça a été une expérience pleine d'enseignements, mais très courte parce que je m'y plaisais pas du tout, en fait. Donc, ça n'a duré que 10 mois. C'était une entreprise locale, c'est ça? C'est une entreprise locale, tout à fait. Donc, une entreprise locale avec ce qui, à l'époque, m'apparaissait comme les défauts d'une entreprise locale et qui n'avait pas forcément toutes les qualités des entreprises locales non plus. Donc, je ne m'y plaisais pas. J'étais donc CEO du groupe Dongxiang, mais le fondateur était à un bureau à côté de moi et c'était lourd. C'était un garçon très sympathique, mais c'était pénible. Mais ce qui n'était pas mal en tant qu'étrangère d'être nommé CEO d'une entreprise chinoise. J'ai même envie de dire, c'était pas, Maria, je sais mais pas. Oui, mais bon, force est de reconnaître que ça n'a pas fonctionné, que j'étais pas prête à faire certains compromis, ni lui ni moi. On s'est revus après, on a gardé une relation tout à fait amicale, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, je ne sais pas si ça fonctionnerait aujourd'hui. Enfin bon, j'ai rejoint une entreprise locale aujourd'hui, mais très très différente. Donc, j'ai décidé que finalement, le mieux pour moi, c'était effectivement de monter ma propre entreprise et de me lancer en tant qu'entrepreneur, puisque c'était quelque chose dont j'avais un petit peu tâtonné
plusieurs années auparavant quand j'avais quitté cette banque. Et j'ai donc monté Fulljet. Donc, à l'époque, on n'était pas encore dans l'ère de l'e-commerce à fond. Hein, c'était fin 2012, début 2013. Donc, l'e-commerce existait, mais n'avait pas du tout pris les proportions que ça a aujourd'hui. Donc, c'était une entreprise qui faisait du conseil, mais du conseil très opérationnel, et je vais y revenir, pour des entreprises et des marques étrangères qui soit n'étaient pas encore entrées sur le marché, il y en avait encore quelques-unes, et parfois pas des toutes petites, donc ça c'était la bonne nouvelle, soit étaient entrées sur le marché avec un distributeur et vu ce qui se passait en Chine, avaient pris la décision de reprendre en fait le contrôle de leur marque, de quitter leur distributeur et de lancer leurs opérations en propre. Donc, ce que ces gens attendaient de nous, c'était bien sûr du conseil, du road mapping, etc., mais aussi vraiment un accompagnement opérationnel qui pouvait être plus ou moins lourd, mais c'était vraiment notre point de différenciation. Notre point de différenciation, c'était qu'on ne faisait pas juste un rapport à livrer, mais qu'on était en accompagnement ensuite pendant 1 an, 2 ans, en quelque sorte une période d'incubation pour que la marque puisse ensuite monter ses équipes et voler de ses propres ailes. Donc, vous pouvez nous donner un ou deux noms de clients de l'époque pour qu'on puisse mieux situer? Alors, en opérationnel, on a fait ça pour Toms, c'est des chaussures, des espadrilles américaines avec un système de donation, en fait, chaque fois que les gens achètent des chaussures. On a fait ça pour Odlo. Une paire qui est donnée, voilà. C'est ça, des... C'est ça, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle en fait One for One, tout à fait. On a fait ça pour Odlo, qui est une marque d'outdoor, en fait. On a fait aussi, alors c'était un peu moins opérationnel, mais on a fait une très grosse mission pour Tommy Hilfiger qui reprenait. On a fait des missions, enfin une très grosse mission pour Doc Martens, dont on a ensuite aidé à trouver un distributeur pour l'offline et on a repris en main tout leur online. Donc, il y a eu des marques diverses et variées en général dans le sport et l'habillement, pour l'essentiel, puisque c'était ce que je connaissais le mieux et du coup, j'avais aussi des équipes qui étaient plutôt versées là-dedans. Et uniquement en ligne ou c'était à la fois online, offline? Non, mais au début, non. Au début, non. En début, on faisait de l'accompagnement opérationnel off et on. Et quand on était en accompagnement opérationnel online, eh bien, en fait, on n'était pas Tipeee nous-mêmes. On ne faisait pas l'opération nous-mêmes. On trouvait le Tipeee. Donc, ça s'appelle un Tipeee, celui qui fait les opérations. Le Tmall partenaire qui est... oui, ou trading partner, voilà. D'accord. Qui est une sorte de distributeur qui aide les entreprises à être présentes. C'est pas un distributeur parce que c'est du service, c'est-à-dire qu'il n'achète pas, sauf dans certains cas particuliers, en particulier dans la cosmétique, il n'achète pas la marchandise. C'est vraiment un gérant de magasin, en fait. C'est un gérant de magasin en ligne, on peut dire. Donc, nous n'étions pas Tipeee, donc nous n'étions pas gérant de magasin en ligne. On recrutait, on identifiait le bon Tipeee pour la marque et on gérait pour le compte de la marque le Tipeee. Jusqu'au jour, on s'est dit, mais attends, l'online est en train de progresser beaucoup plus rapidement que l'offline. Au lieu de faire ça, il faut que nous, on devienne Tipeee. Et c'est à peu près, je dirais, en 2015 qu'on a vraiment décidé de devenir Tipeee et qu'on s'est présenté à des marques pour devenir Tipeee nous-mêmes. Et ensuite, progressivement, on a accru ce type d'activité et on a laissé tomber l'offline pour se concentrer sur l'e-commerce, que ce soit d'ailleurs en conseil ou en opération, et là pour le coup en opération complète puisqu'on était Tipeee nous-mêmes, mais on y avait ajouté également un bras digital marketing, puisqu'en fait notre positionnement par rapport aux autres Tipeee était assez différent. Les autres Tipeee, pour l'essentiel, enfin les gros en tout cas, venaient de l'IT. Moi, je ne viens pas de l'IT et mes équipes non plus. Ou dans certains cas, ils venaient de la logistique, du retail. Nous, on venait vraiment de la marque. Donc, on venait de la marque et du conseil. Donc, en fait, on avait un positionnement qui consistait à dire oui, on va faire de l'opération, mais on va faire de l'opération avec un respect total de votre marque et une dimension stratégique qui ne sera pas abandonnée en cours de route. Donc, c'était un positionnement différenciant qui nous a pas mal réussi, puisqu'in fine, c'est quand même pour ça que Baozun nous a rachetés.
et qui, logiquement, nous a conduit à faire également du digital marketing, puisque l'idée, c'était de dire, et là, je crois que l'avenir m'a donné raison, en fait, qu'il y avait pas il fallait pas voir une telle distinction entre la communication et les ventes, qu'une plateforme de vente, c'était aussi une plateforme de communication, et qu'une plateforme de communication amenait en fait à de la conversion in fine. Donc, c'était vraiment le positionnement de Fulljet jusqu'à son rachat. D'accord. C'est un propos que vous tenez, par exemple, sur les WeChat mini-programmes. J'ai cru comprendre que vous avez l'avis comme ça, oui, donc une sorte de les ventes et le marketing ne sont pas forcément dissociés. Enfin, comme vous pouvez rentrer un peu plus dans les détails. C'est pas que WeChat mini-programme, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, toutes les plateformes en Chine ont créé des écosystèmes assez complets, alors plus ou moins complets selon les plateformes, mais elles ont toutes créé des écosystèmes assez complets. Toutes les plateformes qui ont démarré, par exemple, vous regardez Douyin, enfin donc TikTok si vous préférez, ou Kuaishou, maintenant elles sont en train, soit elles ont déjà lancé leur fonction e-commerce. À l'inverse, vous regardez Tmall, Tmall ajoute constamment des fonctions de communication, de contenu, avec, alors que ce soit et évidemment WeChat, mais avec du live streaming, des short vidéos, des jeux, etc., etc. Donc aujourd'hui, les plateformes ne veulent surtout pas être spécialisées, ce qui fait quand même la différence avec les plateformes occidentales qui tendent à l'être beaucoup plus. On va faire nos achats sur Amazon, on va faire du message sur WhatsApp, etc., etc. Donc, en Chine, c'est tout l'inverse. Les plateformes ne se spécialisent pas. Si au départ elles le sont, elles essayent dès que possible de sortir de cette spécialisation et les lignes sont totalement brouillées aujourd'hui entre vente et communication. Et en plus, si vous voulez, comme l'e-commerce vous expose particulièrement, parce qu'elle ne vous expose pas qu'aux gens qui viennent voir votre magasin, mais elle vous expose au monde entier. De toute façon, aller sur une plateforme, même si c'était en imaginant même que ce soit que pour de l'e-commerce, c'est une exposition totale pour une marque. Donc, c'est aujourd'hui quelque chose qui n'a fait que s'accentuer et qui continue à s'accentuer en Chine encore plus qu'ailleurs, mais on y viendra ailleurs. On y vient d'ailleurs, toutes les plateformes réfléchissent, enfin je suis moins spécialiste des plateformes étrangères, mais réfléchissent à ouvrir de nouvelles fonctions. En Chine, c'est déjà fait, on va dire. Ça crée beaucoup de complexité pour les marques, mais tout est dans tout, en fait. Tout est dans tout. Et quand quelqu'un va acheter quelque chose, c'est pas du tout un acte aussi simple que de dire je fais une search, je scroll down mon écran, je clique sur le produit qui m'intéresse, je regarde le prix, une photo ou deux, je passe au panier et puis je finalise mon purchase. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est vraiment une expérience d'immersion, en fait, beaucoup plus complète du consommateur qui va passer un moment sur une plateforme, que ce soit une plateforme réputée d'e-commerce ou réputée de communication, qui va regarder des vidéos, passer un moment sur un live stream, qui va comparer peut-être des prix, qui va partager avec un ami un truc qu'il a vu qu'il aime bien, et qui, in fine, va acheter quelque chose. D'accord, donc c'est bien plus ludique, on sort un peu de l'acte d'achat et on peut être là en train de regarder du contenu et ça se finit par une transaction à la fin. Et l'essor du live stream en est un bon exemple, comme vous le citez. Tout à fait, c'est de l'entertainment permanent en fait. Il n'y a pas de mot aussi clair que entertainment en français, donc je suis obligée de mettre cet impair. Mais c'est de l'entertainment permanent. On ne va pas faire un acte d'achat simple, on va passer un moment. Et je me souviens avoir lu il n'y a pas très longtemps un article intéressant là-dessus qui expliquait que c'est un petit peu comme le shopping mall américain des années 60, qui était nouveau, où on allait passer un après-midi. Donc, on faisait des achats, mais on allait aussi manger un hamburger, voir un film. Il y avait probablement une petite aire de jeu pour les enfants, etc. etc. C'est un petit peu la même chose, mais transplanté sur le net. D'accord. Et donc, vous nous avez dit qu'à un moment, vous avez laissé tomber le offline, mais après, j'imagine qu'avec l'essor de l'omnicanal, vous avez peut-être été un peu rattrapé par le offline, parce que maintenant, vous vous retrouvez sûrement à travailler sur les deux à la fois, quoi.
Tout à fait. Alors, tout à fait. Du reste, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis ravie qu'on ait rejoint Baozun, parce qu'en fait, l'omnicanalité, c'est fondamental. En Chine, c'est beaucoup plus avancé qu'ailleurs. Mais d'un point de vue technique, si on veut le faire correctement, c'est assez complexe, puisqu'il faut avoir des gestions d'inventaire assez complexes, puisqu'on doit pouvoir faire des shipments depuis les magasins, livrer à quelqu'un qui vient en magasin, mais qui a acheté en ligne. Donc, la gestion d'inventaire du point de vue technique et opérationnel est compliquée quand on veut faire correctement de l'omnicanal. Ensuite, la gestion des datas, puisqu'il faut intégrer ces datas entre toutes les channels, est compliqué, suivre le consommateur à travers tous ces canaux. Voilà, c'est complexe. Tout à fait. Donc, il faut des outils puissants et je vous dis clairement, donc, Fulljet, on avait beaucoup de qualité, mais je n'avais pas les moyens d'investir dans ce type d'outils. D'accord. D'où le rachat et la complémentarité entre les deux entreprises. Exactement. Qu'est-ce qui les a intéressés chez vous? Est-ce que c'est votre portefeuille de clients, votre côté étranger, votre relation avec des marques étrangères? C'est peut-être le plus de valeur je dirais que un petit peu tout, mais vraiment ce qui a fait la différence, ce qui les a véritablement intéressés, c'est que ils connaissent très très bien, surtout le fondateur, donc Vincent Thiault, connaît très bien ce marché et sait qu'il va falloir se différencier. Qu'ensuite, c'est un marché qui voit des taux de croissance supérieurs dans les segments premium et luxe que dans les autres segments. Et du coup, en fait, il faut avoir une approche de la marque qui est beaucoup plus stratégique et brand focused que les opérateurs habituels. Les opérateurs d'aujourd'hui, on va dire, sont très très focalisés sur la machine opérationnelle qui permet d'avoir un order fulfillment efficace. Et petit à petit, il y a un risque de commoditisation en quelque sorte du métier de TP, et il faut ajouter des cordes à son arc. Et vraiment, ce qu'a vu Baozun chez nous, c'est quelques cordes qui permettent de mieux travailler le premium et le luxe en apportant justement cet angle stratégie de marque. D'accord. Et eux, à l'inverse, donc, les deux entreprises étaient des Tipeee, avec toute une gamme de services assez large. Et Baozun était assez connu pour sa technologie, c'est ça? C'est une entreprise qui a pas mal de technologie. Alors là, je peux dire fait maison, quoi. Exactement. D'abord, c'est le background du fondateur. Hein. Donc aujourd'hui encore, il investit énormément dans la technologie pour développer constamment en fait de nouvelles technologies pour être en ligne avec le marché en fait et pour même devancer certains besoins du marché. Et je pense qu'on peut dire sans se tromper que Baozun par rapport aux autres a une avance technologique marquée en fait. Évolutif, ça c'est l'autre point qui est important, c'est-à-dire que chaque année ou tous les 6 mois, il y a de nouveaux outils en fait. Il y a de nouveaux outils parce que le marché change tellement vite qu'il faut constamment apporter quelque chose de nouveau. Quand on parle d'outils, est-ce que c'est au niveau de la gestion des stocks? Est-ce que c'est des outils marketing pour se plugger sur les différentes plateformes? Alors, ça va être dans beaucoup de dimensions parce que cette complexité que j'expliquais, qui est une richesse et en même temps une complexité des plateformes, et aussi du fait qu'il y ait de plus en plus de plateformes, c'est un défi pour les marques qui doivent s'adapter, mais c'est aussi un défi pour les TP. Donc, il y a à la fois des outils qui permettent effectivement de mieux gérer les stocks, de mieux gérer les flux d'informations, mais également d'utiliser en fait la data pour dire quels sont les produits sur lesquels il faut mettre tel ou tel media buy, par exemple, donc de façon beaucoup plus fine, ou faire du retargeting en disant cette catégorie de ce profil de consommateur, on va les retargeter pour tel ou tel type de produit de façon beaucoup plus fine qu'avant. Donc, il y a tout cet aspect-là. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'il faut gagner en efficacité parce que le métier de TP aujourd'hui, c'est un métier qui nécessite d'énormes ressources humaines. Il y a énormément de gens, en fait, pour s'occuper d'une marque. C'est même étonnant, vous seriez étonné. Et c'est finalement assez peu automatisé, en partie parce qu'au départ, ça a démarré comme ça et puis que, on s'est un petit peu tous installés là-dedans, en partie parce que les plateformes
n'aide pas à beaucoup automatiser. Je sais pas, enfin, il y a plusieurs hypothèses. Une hypothèse consisterait à penser que finalement les grandes plateformes, elles ont aussi pour mission de maintenir l'emploi. Donc en fait, elles sont faites de telle façon que certaines activités, comme par exemple le téléchargement des pages produits, il y a des limites à l'automatisation. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, mais on ne peut pas aller jusqu'au bout et on ne pourrait pas le faire sans homme. D'accord. On sait, parce que c'est vrai que c'est marrant, quoi. Il y a le gouvernement chinois serait peut-être derrière des limitations d'automatisation pour favoriser l'emploi, quoi. Peut-être, enfin, c'est une hypothèse. Hein. Non, mais ça fait partie de ces. Enfin, par le passé, j'ai souvent entendu parler de choses diverses et variées dans le business où, pour assurer la stabilité du pays et quelque part se maintenir au pouvoir, ça faisait partie forcément des choses importantes, quoi. Donc c'est pas impossible, quoi. C'est pas impossible, mais je le dis pas de façon. Je vois pas ça comme une démarche cynique, mais plutôt comme une démarche politique au sens noble du terme, qui consiste à dire attention, on peut aller très vite dans certaines technologies, mais il ne faut pas non plus menacer l'emploi et l'harmonie sociale. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, vous avez commencé à parler du défi pour les marques que représentait la Chine, le e-commerce chinois. Là, on a abordé rapidement sa complexité, toutes les différentes plateformes qui existent et à quel point il peut être complexe de se lancer dessus. Quel est votre conseil, un peu en général, quoi, le fruit de votre expérience pour se lancer en Chine pour des marques qui n'y seraient pas présentes, même des plus petits acteurs que vos clients, quoi, en général. Alors, la première chose que je vais dire, c'est pas très optimiste, mais je vais le dire quand même, c'est que c'est très dur pour les petites marques en Chine. Pour une qui réussit, vous allez avoir des centaines qui n'arrivent à rien. Ouais. D'abord parce que la Chine, c'est très grand et big is beautiful. Okay. Ensuite, parce que c'est cher. Les plateformes sont chères d'un point de vue opérationnel, mais aussi si on veut sortir du lot et ne pas être perdu dans la masse. Une plateforme comme Tmall, c'est 150 000 ou 200 000 marques. Pour sortir du lot, il faut avoir des budgets marketing conséquents, pas simplement dans la plateforme, mais il faut aussi se faire connaître avec des actions marketing conséquentes en dehors des plateformes. Donc ça, c'est déjà un obstacle. Ensuite, donc il faut avoir les reins solides, je dirais. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir un angle pour le marché qui soit attrayant. Et l'angle qu'on a dans le reste du monde n'est pas forcément un angle attrayant ici. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que j'apporte au consommateur chinois? Qu'est-ce qui va lui plaire chez moi? Et je vois beaucoup de marques, y compris parmi les petites marques, et d'ailleurs les grandes, chez tout le monde, qui pensent que ce qui fait leur succès, je sais pas, aux États-Unis, en Italie, en France, va nécessairement faire leur succès ici, et ça n'est pas vrai. Ça n'est jamais vrai d'ailleurs. Là, pour le coup, on peut être vraiment clair, ça n'est jamais vrai. Il faut vraiment s'interroger sur ce qui va attirer le consommateur chinois vers ma marque. Et très souvent, ça va nécessiter, bien sûr, de garder l'esprit de la marque, puisque sinon, on se perd complètement, mais pas la lettre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser à comment je vais exprimer l'ADN de ma marque d'une façon qui soit pertinente pour le consommateur chinois. Alors, les marques ont tendance à confondre, à force d'habitude, ce qui relève vraiment de leur ADN et ce qui relève simplement de l'expression de leur ADN. Un petit peu comme si on disait que je change de personnalité, vous changez de personnalité quand vous parlez anglais, français ou autre chose. Non, on ne change pas de personnalité. On a simplement un mode de communication avec les audiences auxquelles on s'adresse qui change. Quand je parle de communication, ça va plus loin que ça, puisque ça va jusqu'au produit. Il faut effectivement très souvent adapter son produit. Ce qui plaît ici ne plairait pas forcément ailleurs. Et quand je dis adapter, c'est encore une fois pas forcément changer son ADN de marque, mais avoir par exemple des couleurs différentes ou avoir un fit différent. Quand je parle de fit, je ne parle pas simplement de problème de taille. Une marque de polo, par exemple, vendra du loose fit aux États-Unis, mais vendra essentiellement du tight fit en Chine.
Les couleurs qui attirent sont pas les mêmes non plus. Donc, le type de communication qui attire n'est pas le même. Donc, ça, il va falloir vraiment, pour être successful, accepter ça et puis ensuite l'exécuter correctement, ce qui n'est pas facile. Mmh. D'accord, surtout pour des petites marques justement, où il faut des moyens conséquents pour s'attaquer à la Chine. On a eu sur le podcast... Alors, les moyens, ouais. Mais enfin, j'insiste sur ce point, c'est les moyens, mais c'est aussi d'accepter que ce que vous avez fait dans votre pays d'origine ne sera pas forcément la bonne recette ici. Mmh, d'accord. Non, mais je partage votre avis pour finir quand même sur une note un peu plus positive, ce paragraphe. On a eu un invité sur le podcast, Fabien Marais de Mon Bento, qui a un exemple assez sympa d'une petite PME. On parle de 10 millions de chiffre d'affaires globalement, qui a ouvert son Tmall en Chine et qui fait maintenant 40% de son chiffre sur un Tmall opéré en partie avec une équipe locale et le reste à Clermont-Ferrand où est basé Mon Bento. Donc voilà, je connais pas tous les détails de qu'est-ce qui a fait son succès. Enfin, je crois que Fabien nous a dit en plaisantant que de s'être marié avec une Chinoise qui avait opéré son e-commerce, c'était une partie de son succès, donc d'être chinois en Chine, ça aide toujours. Je les connais assez bien. Je pense que ce qui a fait leur succès, en un sens, c'est exactement ce que je vous dis, c'est-à-dire que ils ont eu le bon produit qui correspondait à une envie ou à un besoin des consommateurs locaux et qu'ils ont réalisé d'une façon pertinente pour le marché avec les bons designs, les bonnes couleurs, les bons matériaux, le bon prix également et les bons channels de distribution et la bonne communication. Donc là encore, ce qui n'était pas évident, quoi. Parce que de vendre des bento box aux Chinois, je crois que c'était même à l'encontre de ces investisseurs qui voulaient pas y aller. Pour une petite entreprise, ça restait un pari. Donc ils ont fait ce qu'il fallait, mais c'était pas gagné d'avance et c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réalisé, je trouve. Oui, mais regardez, par exemple, ça tombe aussi il y a beaucoup de gens ici qui vont vous dire, enfin quand je dis des gens, je veux dire des gens d'ici, quoi, des Chinois, qui vont vous dire que ils commandent beaucoup à manger, que toutes ces boîtes jetables, c'est vraiment pas bon pour l'environnement, etc., etc. Donc il y a aussi cette sensibilité-là. D'accord. Et justement, Mon Bento aide une start-up française, Bearpack, à se développer depuis Singapour sur la France pour résoudre ce problème. Donc, c'est bien d'en parler, de faire de la pub, parce que le jetable dans la restauration, et surtout avec toute la livraison à domicile maintenant, c'est beaucoup de gâchis. Donc, c'est des choses où il faut s'améliorer, très clairement. Vous nous avez parlé aussi du luxe. Là, ça revient à plusieurs reprises. Baozun, donc vous m'expliquez que c'est aussi pour travailler dans le luxe qui se sont rapprochés de vous. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le luxe? Je sais que c'est quelque chose qui est d'actualité avec le Covid récemment. Le marché du luxe en Chine a connu un essor important. Donc, vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, le marché du luxe en Chine a connu un essor considérable, puisqu'en 2020, près de 50% de croissance pour le marché du luxe, alors que dans le reste du monde, on était globalement, y compris les 50% de la Chine, on était à moins 23. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, toutes les boîtes de luxe ont les yeux fixés sur la Chine. Mais c'est un marché qui est très différent. D'abord, c'est un marché où le luxe en ligne a explosé à l'occasion du Covid. Ça commence à venir à peine en Occident. On est passé en Chine à 23% de ventes en ligne, ce qui est considérable pour le luxe. Et puis, c'est aussi un marché, alors je dirais qu'en dehors des volumes qui évidemment excitent les marques de luxe, il y a un autre aspect, c'est que le consommateur de luxe étant très jeune en Chine, beaucoup plus jeune que dans le reste du monde, puisqu'on fait ses premiers achats de luxe vers l'âge de 20 ans, et que non seulement on fait ses premiers achats, mais d'une façon générale, on voit que la contribution en fait aux achats de luxe des moins de 30 ans, elle est de près de 50%, ce qui est énorme. Ça fait donc un marché qui est particulièrement ouvert au luxe en ligne, d'une part, et puis un marché qui donne aussi un petit peu la couleur de ce que sera peut-être le marché dans le reste du monde également, demain. C'est-à-dire des attraits différents, un besoin de fun en fait, un besoin d'entertainment encore, qui est très marqué, même sur des produits très classiques. Donc, on ne peut pas juste être une boîte de luxe en disant j'ai une légitimité historique, j'ai des classiques. Ça ne marche pas. Il faut apporter autre chose aux consommateurs. Et je pense que tout ça, encore une fois, outre les volumes qui, en tant que tels, sont déjà suffisants pour justifier l'attrait du marché pour les entreprises de luxe,
mais c'est vraiment un laboratoire. Je pense que c'est un laboratoire en général pour le luxe et en particulier pour le luxe dans le digital, avec une façon totalement différente d'engager son consommateur. Alors, c'est difficile parce qu'il faut s'adapter. Il faut que ces entreprises, elles accélèrent en fait l'acquisition de compétences qu'elles n'avaient pas forcément, en particulier dans le monde digital. Mais le jeu en vaut la chandelle à plusieurs enseignes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les volumes dont on parlait, mais il y a également le fait que c'est une préparation pour le monde de demain. Mmh. D'accord, donc ça leur a permis de passer le pas un peu, enfin pour avoir travaillé un peu dans ce domaine et avoir discuté e-commerce, omnicanal avec des marques de luxe en Asie, elles étaient toutes intéressées, mais elles étaient quand même assez conservatrices. Oui. L'expérience en magasin est quand même primordiale. Et elles le restent Le prix d'ailleurs. des produits. Elles le restent. Ouais. Mais là, ça leur a permis de ces idées qu'elles avaient du mal à mettre en place pour différentes raisons, ça leur a permis de passer à l'étape d'après en Chine et voire même, c'est peut-être un laboratoire pour le reste du monde, quoi. C'est ça que vous dites. Exactement. Ça a été un incroyable accélérateur et avec le Covid encore plus, puisqu'en fait, les gens ne pouvant plus voyager, parce qu'il faut quand même voir que un peu plus des 2 tiers des achats par les Chinois se faisaient lorsqu'ils voyageaient. Tout ça s'est totalement terminé en 2020. Et du coup, il a fallu réagir très vite et ça a accéléré en fait l'adaptation des entreprises de luxe à ce nouveau monde en fait. On en parlait avec un de vos partenaires, notamment j'ai vu Splio, Jean-Baptiste de Splio, qui nous parlait de ça et de la difficulté aussi de comment suivre les consommateurs du luxe chinois à travers le monde sur WeChat, etc. Enfin bon, en ce moment c'est moins important, vous venez de le dire, vu qu'ils sont tous rentrés en Chine et un petit peu bloqués. Et donc le luxe, enfin vous, c'est vraiment une voie dans laquelle vous allez vous développer. Est-ce que ça fait partie je ne sais pas s'il y a un plan, dans quelle mesure vous pouvez nous dévoiler vos plans de développement suite à l'acquisition, mais pas vraiment plus que ça, mais c'est clair que aujourd'hui, ça fait partie des segments sur lesquels on va se focaliser. Alors c'est pas un segment exclusif, mais c'est un segment extrêmement important pour nous et pour Baozun. À la fois parce que c'est là qu'il y a beaucoup de croissance en fait dans le luxe, ça c'est clair. Aussi parce que ça permet d'explorer vraiment les innovations les plus pointues. Et puis parce que pour nous, ça justifie totalement notre acquisition. Parce qu'en fait, avec le positionnement qu'on avait chez Fulljet, qui est donc un positionnement qui est très brand focused, très stratégique, où on ne met pas juste des produits sur les étagères virtuelles pour qu'ils soient achetés, on a toute notre justification quand on se focalise sur ce segment. D'accord. Très bien. Pour commencer à arriver vers la conclusion de cet épisode, j'aimerais aborder quelques sujets qui sont récurrents sur le podcast parce que j'ai l'impression que les entrepreneurs français et étrangers en général sont confrontés à ces problématiques en Asie et en Chine en particulier. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre expérience, donc à la fois sur le côté business développement, c'est souvent une difficulté, comment trouver des clients quand on est en Chine. Donc là pour vous, ça sera plutôt peut-être à l'envers, parce que j'imagine que vous adressiez plutôt à des entreprises étrangères. Et l'autre, c'est la problématique RH, donc que ce soit en termes de recrutement et après de rétention des talents. C'est aussi quelque chose où les entrepreneurs rencontrent des difficultés. Donc, comment vous avez géré ces problématiques? Comme vous l'avez dit, aussi bien nous que Baozun, en fait, on ne travaille qu'avec des entreprises étrangères. Oui, j'ai réalisé en posant ma question qu'elle était un peu... Mais bon, vous pouvez toujours la retourner parce que de trouver des clients étrangers à distance depuis la Chine est aussi une problématique quelque part. Voilà, on est confronté à la distance, au décalage horaire, comment donner confiance à ses clients à distance, ce genre de choses, quoi. Alors, je dirais, là-dessus, je vais peut-être juste dire une chose. La réputation, c'est fondamental dans le business, mais en Chine comme ailleurs. Je dirais qu'en Chine plus qu'ailleurs, puisqu'en Chine, il y a toujours des problématiques de confiance entre Chinois et étrangers, entre étrangers et Chinois, etc. Donc, tout ce qui va être de l'ordre de la réputation, c'est extrêmement important. Et puis, de façon très basique, on a ouvert un bureau en fait à Paris il y a à peu près 1 an chez Fulljet. Ça fait partie des attraits de Fulljet pour Baozun parce que ça nous permet effectivement d'être plus proche des sièges sociaux. Alors en général, la plupart des marques avec lesquelles on travaille, pas la totalité, mais la plupart ont des équipes locales.
Mais plus une entreprise va être premium et a fortiori dans le luxe, plus les sièges sociaux vont être impliqués dans un certain nombre de décisions qui peuvent impacter la marque. Donc, être près des centres de décision, c'est très important. Et puis, les voir souvent, parler avec eux souvent pour connaître leurs soucis, leurs pain points. Je pense que c'est fondamental dans notre métier et dans beaucoup de métiers, mais dans le métier du service encore plus. Il faut investir. Enfin, ce que je dis, c'est évident, hein, mais je veux dire c'est évident, mais c'est pas forcément pratiqué de façon générale, en particulier dans nos métiers de TP. C'est qu'il faut investir du temps, entre guillemets, qui paraît du temps pour rien, à vraiment comprendre ce que vivent les marques, leurs soucis, les points, les défis auxquels elles doivent faire face, les compétences qui leur manquent, les technologies qui leur manquent, ce qu'elles aimeraient réaliser, leurs ambitions, pour ensuite avoir une offre qui soit une offre pas générique, mais une offre vraiment spécifique pour cette marque. Et c'est vraiment ce que je peux dire. Et comme dans la Chine, enfin comme en Chine, Big is beautiful et il faut aller toujours très très vite, on a tendance à ne pas passer suffisamment de temps là-dessus et avoir une approche que je qualifierais de plus bulldozer quand il faut parfois prendre un petit peu de recul et faire un peu plus dans la dentelle. D'accord, très bien. Et donc peut-être plus sur le côté ensuite RH. Alors oui, c'est pas facile le RH en Chine. C'est vrai que c'est un pays où il faut déjà admettre le fait qu'il va y avoir un turnover supérieur à celui qu'on a dans les marchés occidentaux. C'est un marché qui reste favorable aux employés plutôt qu'aux employeurs, puisqu'en fait, en tout cas pour un certain type d'employés, l'offre excède la demande. Donc ça, c'est une donnée de base avec laquelle il faut faire, on va dire. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord être constamment soucieux d'être à peu près compétitif sur les salaires, sur les rémunérations. Mais je pense que c'est pas suffisant. Et je pense que même si de toute façon vous aurez du turnover, enfin tout le monde aura du turnover supérieur à la France en particulier, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Les employés chinois sont très très demandeurs de training en permanence, de training et de formation. Ça va être un critère clé pour eux pour entrer dans l'entreprise. Ils sont également, une fois qu'ils sont dans l'entreprise, très sensibles à la culture d'entreprise. Et je dirais même que c'est une sensibilité que je trouve encore plus développée qu'ailleurs. Et il faut se soucier en fait de la culture qu'on crée dans l'entreprise. Et je dirais qu'il y a une dimension familiale. Ce que j'allais dire, c'est une deuxième famille. Qui est souhaitée en fait par les employés chinois dans leur entreprise, qu'elle soit étrangère ou pas. Et d'une façon générale, cette dimension familiale, elle est plus réussie dans les entreprises locales que dans les entreprises étrangères. D'autant plus que dans les entreprises étrangères, on fait souvent tourner le comité de direction, en particulier le GM, mais pas seulement. Et du coup, il n'y a pas cette espèce de... Enfin, c'est difficile de créer une atmosphère familiale quand vous avez un gars qui arrive pour 3 ans, qui va prendre entre 6 et 12 mois pour comprendre ce qui se passe, et puis ensuite, sur les 6 à 9 derniers mois, préparer son départ. Je pense que c'est une erreur qui est très souvent commise par les entreprises étrangères, et enfin même d'expérience, parce que je suis restée quand même assez longtemps chez Adidas, je pense que de laisser quelqu'un, enfin, à moins que ce ne soit pas la bonne personne, mais laisser quelqu'un en place un certain temps pour qu'il ait le temps de créer ce lien, et pas à la fois le GM et puis d'autres membres clés de l'équipe, c'est extrêmement important. Ok, non, c'est très clair, très, très bon conseil. Bon, pour conclure, je vais vous demander d'essayer peut-être soit de synthétiser votre pensée, soit de nous parler d'un épisode particulier où vous avez réussi, en toute modestie, à hacker la Chine. À ce moment-là, moi, je pense que le mieux pour moi, c'est peut-être de revenir à mes années chez Adidas. Alors, d'abord, je ne pense pas avoir réussi à hacker la Chine. Je pense que personne ne peut dire ça. Je crois que certains disent que c'est la Chine qui les ont hackés. Ça, j'ai eu aussi ça comme réponse. C'est possible, puisque j'ai été hacké pendant quand même 27 ans, c'est déjà pas mal. Mais franchement, je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure. Le premier conseil que je donnerais à n'importe qui vient en Chine ou une entreprise qui a l'intention de s'implanter en Chine, c'est d'ouvrir les yeux.
c'est de se vider la tête et d'ouvrir les yeux. De ne surtout pas penser en fonction de modèles existants, de choses qu'on a faites avant, mais de se plonger dans l'expérience, de regarder, de sortir alors de son hôtel si on est en visite, de sa maison si on est employé, de sortir de son groupe d'amis français si on est français, américain si on est américain. Et c'est normal d'avoir des amis français quand on est français, mais il faut se forcer à sortir, aller regarder ce qui se passe, comprendre en réel, si vous voulez, qui est le consommateur, comment ils vivent, comment ils parlent, comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils boivent, comment ils jouent, comment ils se distraient, qu'est-ce qu'ils achètent, comment ils fonctionnent. Et je pense que ça commence par là, c'est-à-dire se mettre en position d'observation avant d'être dans l'action. Alors, c'est très chinois de dire ça, parce qu'effectivement, c'est une des grandes qualités des entrepreneurs chinois, c'est la capacité à être en observation permanente et donc à pouvoir vraiment saisir les opportunités parce qu'ils savent les observer, ils savent observer le monde mieux qu'on ne le sait, on n'a pas été formaté comme ça, mais je pense qu'il faut vraiment faire un effort pour observer avant d'agir. Très bien, très, très belle conclusion. Est-ce que vous avez une présence sur les réseaux sociaux pour vous contacter le mieux? C'est sur LinkedIn ou C'est sur LinkedIn. On est assez actif sur LinkedIn. Alors, on est aussi sur WeChat, mais je pense que le mieux, c'est quand même LinkedIn. D'accord. Donc, Sandrine Zerbib, Z-E-R-B-I-B, soit Fulljet. Ou Fulljet, Voilà. en 2 mots, Voilà. F-U-2-L-J-E-T. Très bien, Voilà. Sandrine. Bon, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance donc, pour ces nouvelles aventures avec Baozun. Merci beaucoup, Raphaël. Au revoir. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!